La Commission européenne propose d'accorder le statut de candidat à l'adhésion à l'Ukraine. C'est désormais aux États membres de se prononcer à l'unanimité. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont repartis jeudi soir de Kiev, où ils ont soutenu la demande de l'Ukraine de pouvoir candidater à l'adhésion à l'UE. La Russie réduit ses livraisons de gaz à l'Europe, y compris en France. Le patron de Gazprom estime que les Occidentaux sont responsables de la crise énergétique. Lourd bilan humain à Mariupol selon l'ONU. La ville portuaire stratégique de la mer d'Azov a été ravagée par un siège qui a duré près de 3 mois. L'Ukraine fait un pas de plus vers la candidature à l'Union européenne. La Commission européenne a proposé vendredi d'accorder le statut de candidat à Kiev. Toutefois, cette annonce n'est pas synonyme de validation. Ce sont les États membres qui devront se prononcer à l'unanimité sur cet arbitrage. L'annonce de la Commission intervient au lendemain d'un déplacement en Ukraine des dirigeants français, allemands et italiens. Lors de cette visite, les 3 chefs d'État et de gouvernement ont répété qu'ils étaient prêts à soutenir la démarche. L'Ukraine fait partie de la famille européenne, ont souligné les responsables. Les dirigeants de l'Union se retrouveront la semaine prochaine à Bruxelles pour justement se prononcer sur la trajectoire européenne de Kiev. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont repartis de Kiev jeudi soir, où ils se sont rendus pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Le président français, le chancelier allemand et le chef du Conseil des ministres italien, également accompagné du président roumain, ont assuré qu'ils soutenaient la demande de l'Ukraine d'obtenir le statut de candidat à l'adhésion à l'UE. Ce signal doit être envoyé maintenant. Oui, nous sommes prêts maintenant à vous reconnaître ce statut de candidat à l'adhésion. Mais nous leur avons dit, tous ensemble, avec la même franchise, ce processus va prendre du temps. Il y aura des conditions, il y aura une feuille de route. Si le chemin de l'Ukraine vers l'adhésion à l'UE est encore long, les dirigeants européens en visite à Kiev ont envoyé un message fort. Je fais ce que j'ai promis de faire en tant que chancelier allemand, a déclaré Olaf Scholz. Et cela signifie un soutien à l'Ukraine pour qu'elle puisse défendre son intégrité et sa souveraineté. C'est ce que nous cherchons à faire avancer ensemble. Et en même temps, il s'agit aussi d'empêcher une escalade de la guerre pour qu'elle ne devienne pas une guerre entre l'OTAN et la Russie. Et nous sommes tous d'accord sur ce point. Les 27 décideront s'ils accordent à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne la semaine prochaine lors d'un sommet. Une acceptation serait un signal fort envoyé à Kiev, mais aussi à Moscou. La liste des pays européens privés de gaz russe s'allonge. Cette fois, c'est la France qui est visée. Depuis 2 jours, l'Hexagone n'est plus approvisionné, a révélé ce vendredi le réseau de gaz français GRT. Du gaz rare et cher, une stratégie assumée par le patron de Gazprom. Alexis Miller s'est justifié jeudi lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Selon lui, la crise énergétique actuelle est imputable à l'Occident et à l'Europe en particulier. Le patron de Gazprom semble même ironiser. Avec les décisions prises par le passé à Bruxelles pour libéraliser le marché du gaz, les prix s'envolent aujourd'hui, ce qui permet au groupe de faire du profit. Nous pouvons remercier les régulateurs étrangers, surtout les régulateurs européens. Mercredi, Gazprom avait déjà annoncé réduire d'1/3 ses livraisons vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream. L'entreprise russe avait avancé des problèmes techniques, mais Berlin a dénoncé une décision politique. L'Italie n'a pas été épargnée. Le groupe italien Eni a vu lui aussi ses livraisons diminuer de 15%. La Russie utilise le levier du gaz en réaction aux sanctions occidentales liées à l'invasion russe de l'Ukraine. En France, le gestionnaire GRT a néanmoins rassuré quant au remplissage des stocks français qui s'élèvent à 56% contre 50% habituellement à la même date. C'est l'une des conséquences de la vague de chaleur précoce qui touche actuellement l'ouest de l'Europe. De nombreux feux de forêt s'y sont déclarés, comme ici en Catalogne. Les pompiers étaient encore à l'œuvre jeudi pour tenter de contenir ces incendies. Le plus inquiétant, situé près de Baldomar, a déjà détruit 500 hectares de forêt
et a le potentiel pour s'étendre à 20 000 hectares selon les autorités locales. Après avoir déjà connu le mois de mai le plus chaud depuis une centaine d'années, l'Espagne suffoque depuis le week-end dernier avec des températures pouvant aller jusqu'à 43 degrés. La vague d'air chaud venue du Maghreb a aussi atteint la France en début de semaine. Un pic d'intensité est attendu ce samedi avec des températures pouvant atteindre les 40 degrés. Jeudi, 25 départements ont été placés en vigilance orange canicule et 12 autres en vigilance rouge. Le changement climatique entraîne des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et précoces. La Pologne est en train d'introduire une nouvelle réglementation sur les informations que les médecins peuvent recueillir et enregistrer sur leurs patients. Les nouvelles données comprennent des informations sur les éventuelles grossesses. Cette mesure suscite des inquiétudes, comme l'explique 7 membres d'une fondation pour les femmes et le planning familial. L'existence du registre est effrayante pour les femmes qui peuvent décider d'interrompre leur grossesse en dehors du système de santé. En effet, même si elles ne sont en aucune façon punies pour avoir agi de la sorte, les informations seront visibles et les professionnels de santé pourront les interroger. Cela peut être stressant au vu des circonstances sociales, juridiques et politiques actuelles en Pologne. La loi polonaise autorise les femmes à interrompre leur grossesse jusqu'à la 22e semaine, mais elle punit ceux qui les aident, comme les conjoints, les militants et même les médecins. Agnieszka Kursuk explique qu'être gynécologue est une profession à haut risque en Pologne. Elle s'oppose fermement à cette nouvelle réglementation. Une femme vient me voir, je vois qu'elle est enceinte, j'ai l'obligation de mettre cette information dans le système et je suis obligé de lui redemander dans un mois quand elle revient, êtes-vous toujours enceinte ? Le registre oblige les gens à vérifier ce qui se passe pendant la grossesse. Personne ne sait qui aura accès à ces données très intimes et confidentielles. Les femmes risquent d'être espionnées, contrôlées et éventuellement punies pour avoir mis fin à leur grossesse. Cela nous fait courir le risque, à nous médecins, d'être des espions. Je ne vais pas espionner mes patientes, je ne vais pas les dénoncer. Le gouvernement polonais affirme que ces nouvelles règles ne sont pas à l'initiative du parti conservateur au pouvoir, mais qu'elles entrent en vigueur dans le cadre d'une recommandation européenne. C'est ce qu'explique le porte-parole du ministère de la Santé. La Commission européenne a émis des recommandations sur les informations qui doivent figurer sur la carte du patient, dit-il. Il est extrêmement important de connaître le groupe sanguin ou l'allergie à un médicament lors de la mise en place d'un traitement. Mais les informations sur la grossesse sont également extrêmement importantes, car de nombreux médicaments ne peuvent pas être administrés à une patiente enceinte. Un autre point de discussion concerne la protection des données personnelles et la question de savoir si le partage de ces données doit être imposé par le gouvernement ou s'il doit être un choix volontaire pour chaque patient. Un gigantesque diamant suspendu au-dessus d'un canyon. Cette scène paradisiaque nous provient du sud de la Géorgie où a été inauguré ce spectaculaire pont de verre. À 280 mètres d'altitude, la traversée du pont requiert une bonne dose de courage. Je pense que ce sera l'un des endroits les plus instagrammables. Ça fera sans doute le buzz sur Internet. C'est tellement beau et je me sens très honoré d'être ici en tant que première blogueuse de voyage. Mais pour une plus forte dose d'adrénaline, il faut certainement plus que prendre des selfies. Les plus téméraires peuvent également traverser le pont sur un vélo. C'est incroyable et complètement dingue. C'est fort, mais on ne risque pas de tomber. On sent bien le vélo et on ressent beaucoup de choses à la fois. Et quand on regarde en bas, c'est... Je ne sais même pas comment l'exprimer. La construction du pont a été confiée en 2019 au groupe d'investissement israélo-géorgien CAS Group.
L'entreprise a investi 39 millions de dollars pour construire ce pont de verre au-dessus des gorges vertigineuses de la réserve naturelle de Tsalka.